Bonjour à tous, c'est Caro et ceci est la deuxième vidéo au sujet de la mise à pied. Dans la vidéo précédente, la numéro 5, rappelez-vous, je vous disais qu'il existe deux types de mise à pied. La mise à pied conservatoire et la mise à pied disciplinaire. Si vous l'avez vu, vous savez à présent pourquoi il est important de dissocier ces deux notions et vous connaissez la mise à pied conservatoire. Je vous retrouve donc aujourd'hui dans cette deuxième partie pour étudier la notion de mise à pied disciplinaire. Soyez prêts à porter une oreille attentive aux développements qui vont suivre et je peux vous assurer qu'à la fin de cette vidéo, vous maîtriserez en grande partie ce thème. Tout comme la mise à pied conservatoire, la mise à pied disciplinaire est une mesure destinée à écarter le salarié de l'entreprise. Pour dire les choses autrement, elle dispense le salarié de venir travailler. Toutefois, et contrairement à la mise à pied conservatoire, la mise à pied disciplinaire a bel et bien un caractère disciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un moyen pour l'employeur de sanctionner le salarié lorsqu'il considère que celui-ci a commis une faute. Ce caractère disciplinaire est super important car il entraîne d'importantes conséquences en termes juridiques puisque les règles relatives aux droits disciplinaires vont trouver à s'appliquer. Et sans plus attendre, c'est ce qu'on va étudier. Que vous soyez un employeur qui souhaite prendre une mise à pied disciplinaire ou un salarié à l'encontre de qui une telle mesure a été prise, ce qui va suivre devrait hautement vous intéresser. La première chose sur laquelle on se penche lorsqu'on est confronté à une mise à pied disciplinaire concerne ses conditions de validité. Pour qu'une mise à pied disciplinaire soit considérée comme valable, vous devez vérifier qu'elle satisfait aux conditions suivantes. Numéro 1, vérifier que la mise à pied est prévue par le règlement intérieur. Alors ça, c'est pour les entreprises qui doivent se doter d'un règlement intérieur, c'est-à-dire les entreprises d'au moins 20 salariés. Numéro 2, vérifier que la mise à pied intervient dans un délai de 2 mois maximum après que l'employeur ait eu connaissance des faits. Si l'employeur met plus de 2 mois à vous sanctionner, il agit illégalement. On dira que les faits fautifs sont prescrits. L'employeur ne peut dès lors plus vous sanctionner. Donc vérifiez ce délai de 2 mois. Attention, petite précision, cette condition du délai de 2 mois n'est pas applicable lorsque les faits reprochés aux salariés ont donné lieu à des poursuites pénales. Troisième condition, vérifier que la mise à pied disciplinaire est proportionnée par rapport à la faute reprochée aux salariés. Par exemple, une absence injustifiée d'un salarié ne saurait a priori justifier une mise à pied disciplinaire. Il s'agit certes d'une faute, mais celle-ci ne paraît pas d'une gravité suffisante pour entraîner une telle mesure. Bon après, tout dépend des cas, vous me direz. Parce que si un salarié est en absence injustifiée depuis plusieurs jours, de sorte que son comportement caractérise un abandon de poste, dans ce cas, une mise à pied disciplinaire pourrait se justifier. Pour vous donner un autre exemple, les juges ont déjà pu valider une mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre d'une salariée qui était éducatrice spécialisée dans un établissement qui accueillait des enfants et qui avait laissé s'échapper un enfant pendant la nuit. Enfin, vérifiez au passage que la mise à pied disciplinaire est exempte de toute discrimination. Mais cela va sans dire. La procédure de la mise à pied disciplinaire est bien plus stricte que celle applicable à la mise à pied conservatoire. Petit aparté avant d'entrer dans les détails. À mon sens, la maîtrise des règles de procédure est fondamentale. Alors, ça peut paraître parfois ennuyeux et superficiel, mais je vous assure que c'est essentiel, et ce, autant pour les employeurs que pour les salariés. Je m'explique. Pour vous, employeurs, l'intérêt de maîtriser ces règles est que vous soyez apte à mener une procédure en bonne et due forme, et qu'aucune irrégularité de procédure ne puisse vous être reprochée. Pour vous, salariés, l'intérêt est que vous puissiez vérifier qu'aucune erreur n'a pu porter atteinte à vos droits, parce que si c'est le cas, comme nous le verrons, vous disposez d'un recours. Maintenant que j'ai votre attention, écoutez ceci. La procédure débute toujours par un entretien préalable. Forcément, c'est l'employeur qui convoque le salarié à un entretien. Pour cela, il lui adresse une lettre de convocation et là, deux possibilités. Soit il la lui adresse par lettre recommandée avec accusé-réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé. Dans tous les cas, la lettre est assez formelle puisqu'elle doit mentionner plusieurs choses, donc vérifiez que c'est bien le cas. Elle mentionne l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien. 4 mentions obligatoires.
Par ailleurs, la lettre de convocation doit impérativement mentionner la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de l'entreprise. Parce que oui, chers salariés, vous pouvez vous faire assister au cours de l'entretien. À noter en revanche, et ça va peut-être vous surprendre, qu'il n'est pas nécessaire de faire mention, dans la lettre de convocation, des griefs que l'on reproche aux salariés. Cette règle est assez critiquée par les défenseurs des salariés, puisqu'en effet, si le salarié ne sait pas à l'avance ce qu'on lui reproche, il ne peut pas préparer sa défense avant de se rendre à l'entretien. Enfin, rappelez-vous que la lettre de convocation doit être adressée au salarié dans un délai de 2 mois du jour où l'employeur a eu connaissance des faits. L'entretien a ensuite lieu. Il se déroule en 2 temps. Premier temps, l'employeur expose au salarié les raisons pour lesquelles il l'a convoqué, la faute qu'il lui reproche. Deuxième temps, il invite le salarié à fournir ses explications. Chers employeurs, n'oubliez pas cette deuxième étape, puisque à ce stade de la procédure, vous n'êtes pas censé avoir pris votre décision. Vous êtes au contraire dans une phase d'investigation qui vous permettra de prendre votre décision. D'où l'importance d'écouter ce que votre salarié a à vous dire sur les faits reprochés. Une fois l'entretien terminé, employeur, vous disposez d'un délai de réflexion de 2 jours. Petite précision pour les plus intéressés, ce délai est incompressible et il se décompte en jours ouvrables. Ces 2 jours sont là pour vous inciter à prendre le temps de la réflexion quant à l'opportunité de sanctionner le salarié et le cas échéant, quelle sanction prendre. Ce n'est donc à l'issue de ce délai que vous pourrez envoyer votre lettre de notification de mise à pied au salarié. Donc surtout, n'envoyez pas cette lettre le lendemain de l'entretien. 2 remarques supplémentaires sur la notification de la mise à pied. Numéro 1. Vous devez notifier cette sanction soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, mais dans tous les cas, n'oubliez pas de mentionner les raisons qui vous ont conduit à prendre cette sanction. Numéro 2. Vous devez le faire avant l'expiration d'un délai d'1 mois à compter du jour de l'entretien. Donc ne tardez pas trop. Au niveau des délais là, de la notification, si vous m'avez suivi, vous avez compris que la lettre de mise à pied doit intervenir entre 2 jours et 1 mois à compter de l'entretien. Pas avant 2 jours, pas après 1 mois. Si je récapitule sur la mise en œuvre de la procédure de mise à pied disciplinaire, on a donc 3 phases. Convocation du salarié à l'entretien, déroulement de l'entretien et notification de la mise à pied. La mise à pied disciplinaire doit obligatoirement comporter une date de début et une date de fin. Autrement dit, elle a forcément une durée déterminée. Quelle est cette durée ? Sur ce point, il faut regarder votre règlement intérieur, car la durée de la mise à pied disciplinaire doit être prévue par le règlement intérieur. Et concrètement en pratique, ça va dépendre de la gravité des faits reprochés aux salariés. En général, je dirais que ça tourne autour de 4 jours ouvrés, mais des mises à pied de 10 jours ou plus ont déjà pu être validées. Enfin, précision technique qu'il peut être utile de savoir, la mise à pied disciplinaire peut être mise en œuvre de façon fractionnée, c'est-à-dire de façon discontinue. Par exemple, elle peut être exécutée 1 jour par semaine pendant 1 mois au lieu de 4 jours d'affilée. Les employeurs optent généralement pour le fractionnement lorsque l'absence trop longue du salarié porterait atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Et c'est une pratique parfaitement légale. On arrive au salaire. La première chose à savoir est qu'il existe un principe fort en droit du travail qui veut que les sanctions pécuniaires sont interdites. Une sanction pécuniaire, c'est quoi ? Grosso modo, c'est une sanction qui vise à faire payer le salarié pour réparer une faute qu'il a commise ou à le déduire de sa paye. Imaginons par exemple un caissier qui se trompe en rendant la monnaie. Au lieu de rendre 20 €, il rend que 5. Eh bien, son employeur ne peut pas opérer une retenue de salaire de 15 € pour compenser cette erreur, car ce serait une sanction pécuniaire. Vous allez voir le rapport avec la mise à pied disciplinaire dans un instant. Mais soit dit en passant, chers employeurs, cette règle d'interdiction des sanctions pécuniaires est très importante pour vous, enfin pour votre porte-monnaie. Parce que si vous ne la respectez pas, vous êtes alors passible d'une amende allant jusqu'à 3 750 €. Alors, quel rapport entre sanctions pécuniaires et mise à pied disciplinaire ? Eh bien, le rapport est le suivant. On pourrait a priori penser que la mise à pied disciplinaire doit être payée. La mise à pied disciplinaire est une sanction qui intervient à la suite d'une faute du salarié. Or, si celle-ci n'est pas payée, on pourrait penser qu'elle s'assimile à une sanction pécuniaire, visant à faire payer le salarié pour la faute qu'il a précédemment commise. Pourtant, ce n'est pas l'avis de la jurisprudence, c'est-à-dire que les juges n'ont pas suivi ce raisonnement de la sanction pécuniaire. Ils considèrent au contraire que la mise à pied disciplinaire n'a pas à être rémunérée. Et en même temps, cette solution est tout à fait logique.
Le salarié est dispensé de venir travailler. C'est sa sanction. Si dans cette situation, le salarié serait en plus rémunéré, où est la sanction? Je veux dire, moi je veux bien, je suis dispensée de travailler, en plus on me rémunère. Non, vous voyez bien que cela aurait été trop facile. Chers salariés, vous l'aurez compris, la mise à pied disciplinaire est donc une perte de salaire pour vous. Pas de travail pendant la mise à pied, donc pas de salaire. La mise à pied disciplinaire est une mesure qui relève du pouvoir de l'employeur. Le salarié n'a d'autre choix que de s'y soumettre. Et d'ailleurs, attention, le refus pour le salarié d'exécuter sa mise à pied peut constituer une faute grave. Faute grave qui, à son tour, peut conduire à un licenciement. Donc, chers salariés, je vous conseille vivement de vous plier à votre mise à pied. Ne persistez pas à venir travailler, cela n'a aucun intérêt, car quoi qu'il en soit, vous ne serez pas rémunéré, et cela pourrait au contraire se retourner contre vous. Néanmoins, que je vous rassure quand même, vous n'êtes pas totalement démunis. Si vous considérez que la mise à pied disciplinaire prononcée à votre encontre est injustifiée, vous pouvez alors porter votre affaire devant le Conseil des prud'hommes et obtenir son annulation. Et votre stratégie sera la suivante. Ou bien vous contestez la régularité de la procédure. Vous démontrez que la procédure n'a pas été respectée. D'où l'intérêt de connaître les règles de procédure que j'évoquais plus haut. Ou bien vous contestez le bien fondé de la mesure en disant soit que vous n'avez pas commis de faute, soit que la mesure prise à votre encontre, c'est-à-dire la mise à pied disciplinaire, n'est pas proportionnée par rapport à la faute que vous avez commise. Quoi qu'il en soit, comprenez bien le rôle du juge. Le juge peut ou non annuler la mise à pied disciplinaire. Il peut même l'annuler tout en considérant que les fautes reprochées aux salariés sont bien réelles. Et il le fera notamment s'il considère que la mise à pied disciplinaire n'était pas la sanction la plus proportionnée par rapport à ces faits. Et dans ce cas, comprenez bien que le juge ne se substituera jamais à l'employeur pour prendre une nouvelle sanction. Au contraire, il appartiendra à l'employeur, dans un délai d'1 mois à compter de la décision du Conseil des prud'hommes, de prendre une nouvelle sanction. Enfin, le juge peut également vous octroyer une indemnisation. Chers amis, c'est à présent la fin de cette vidéo. J'aimerais, avant de terminer, vous apporter une dernière précision qui a toute son importance. Le règlement intérieur ou la convention collective applicable au sein de votre entreprise peut apporter des modifications aux règles que je viens d'exposer. Veillez donc à y jeter un coup d'œil. Sur ce, j'espère que la mise à pied n'a plus de secret pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt!